Merci s'il vous plaît d'accueillir David Cronenberg. Thanks very much. I'm tempted to give you the Elon Musk salute, but I'll just do my version of it, which is more like. Alors, ma version du salut à Elon Musk. David Cronenberg, nous sommes évidemment ravis de vous retrouver ce soir. Je dois vous dire qu'on est encore un peu sous le choc. On a vu et revu La Mouche, et je dois dire que son impact ou son effet reste intact, surtout pour les âmes sensibles. En même temps, vous n'avez pas revu le film, et je pense que vous ne revoyez jamais vos films. Si bien que ce film que vous avez réalisé il y a 40 ans, lorsque vous y repensez, ça a été votre plus grand succès public au box-office. Lorsque vous y repensez, ou lorsque, comme ce soir, on vous en reparle, quelle est la première image qui vous revient du film ou du tournage du film? Qu'est-ce qui, pour vous, revient immédiatement lorsque vous pensez à The Fly? Well, there are several, but I think I do think of this as a romance, you know. So I basically think of Jeff and Gina kissing each other, and the moment when she discovers, you know, the scratches on his back and those other things, if I remember correctly. I have been saying lately that you must remember that I'm the exact same age as Joe Biden. So if I forget some things and I'm confused, you'll understand why. But it is the two of them, because it is really a passionate love story. And I was, you know, they were a couple at that time, and I think that also helped the emotional dynamics of the movie. I do also, though, think about the baboon. Baboons are very dangerous. And in fact, it was quite scary working with that animal. It was a beautiful creature. But and you can see in the photo that's in the catalog, Jeff holding the baboon, it immediately was submissive to Jeff. It really realized that Jeff was the alpha male animal. And that helped us a lot, because the baboon also fell in love with the script girl. And that was awkward, because she didn't love him back. Anyway, these are things, random things that I think about. Don't forget, I don't think of it as a movie. I think of it as an experience that I had, which is making the movie, editing it, the music of the fantastic score by Howard Shore, all of those things. Il y a plusieurs choses qui me reviennent. D'abord, pour moi, c'est une histoire d'amour avant tout, ce film. Donc, je pense avant tout à Jeff Goldblum et Gina Davis qui s'embrassent. Et au moment où elle découvre les égratignures qu'il a dans le dos. Enfin, si je me souviens bien du film, parce que je rappelle que j'ai l'âge de Joe Biden. Donc, si j'oublie des choses, vous saurez pourquoi. Surtout qu'à l'époque, Jeff et Gina étaient en couple à la ville. Et ça a certainement aidé dans leur transmission de l'émotion. Je repense aussi à ce babouin. Les babouins sont des animaux extrêmement dangereux. C'est terrifiant de tourner avec un babouin. Et la photo de Jeff qui est dans le catalogue où il tient ce babouin, ça m'a rappelé que ce babouin a été immédiatement soumis à Jeff parce qu'il a compris que c'était Jeff le mâle dominant. Donc ça nous a beaucoup aidé pour le tournage. Mais le babouin, lui, est tombé amoureux de la script, ce qui était assez gênant parce que c'était un amour qui n'était pas réciproque. Donc ces images qui me reviennent un peu au hasard, ça me rappelle que ce film, pour moi, ça n'est pas un film, mais plus une expérience que j'ai eue à le faire, à le tourner, à le monter, et aussi avec cette musique par-dessus de Howard Shore. Peut-être que de tous vos films, c'est très étrange comme sensation quand on le revoit, parce que comme on dit, on marche à fond. Parce que l'histoire est extraordinaire, parce que les effets spéciaux sont extraordinaires. Mais on sent que tout le spectacle du film, qui est formidable, cache quelque chose de plus profond et peut-être même protège le film
de choses assez profondes et assez tristes. Que le film parle du couple, que le film parle de la séparation, que le film parle de la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette dissimulation, d'une certaine façon, où le genre d'horreur camoufle quelque chose d'autre? Think deeper. Yes, I think I've mentioned it early on after I finished the film. I realized that the synopsis of this film is basically two very beautiful people, and in this case, very tall people, fall in love. He, through his work, becomes diseased. He gradually deteriorates to the point where he asks her to kill him, and she does. And that's the end of the story. And that would be a very difficult story to get financed. You know, that's a very tough story. But because it's sci-fi and horror, it becomes acceptable, it becomes something else. And I knew right from the beginning, when I made my first horror film, which was Shivers, Frisson, that the genre can give you some freedom that you wouldn't have, especially in the time that the movies were made, some freedom to do things that if you were doing a straight drama, you could not get financed. And if you did, it would probably be censored, as some of my films were, actually. In other words, yes, I do agree. Oui, parce que le synopsis de mon film, si on veut vraiment le résumer, c'est un très bel homme et une très belle femme, tous les deux très grands d'ailleurs, qui tombent amoureux. Et lui, son travail le rend malade et son état se dégrade au point qu'il lui demande à elle de le tuer. Et dit comme ça, cette histoire, elle est extrêmement difficile à financer telle qu'elle. Mais la science-fiction et l'horreur rendent cette histoire plus acceptable, ça devient autre chose. Et je me suis rendu compte dès mon premier film d'horreur que j'ai tourné, Frisson, que le genre permettait cette liberté d'être financé mieux qu'un drame classique ne le permettait, parce qu'un drame classique aurait du mal à se faire financer, voire serait censuré. Bon, ça a été quand même le cas de certains de mes films. Mais oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Lorsqu'on revoit le film, ce qui est étrange aussi ou étonnant, c'est que bien que ce soit un film de genre, on pense très peu, en le voyant, à d'autres films de l'histoire du cinéma. Parfois, en écoutant le score de Howard Shore, on peut peut-être penser à certains moments de la musique de Bernard Herrmann dans Psychose, mais on ne pense pas à des films. En revanche, on pense, en le voyant, à énormément d'exemples littéraires. On pense à La Belle et la Bête, on pense à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on pense à Dorian Gray, on pense aussi à L'amour fou d'André Breton. Vous avez dit c'est une grande histoire d'amour et effectivement c'est bouleversant la manière dont elle va vers lui alors qu'elle continue à aller vers lui alors qu'il s'enlaidit. Et puis bien sûr on pense à la métamorphose de Kafka. On pense à tout ça en voyant ce film de genre. Et je voulais savoir si, d'une certaine manière, c'était pas votre adaptation de la métamorphose dont vous avez dit que c'était un roman inadaptable, enfin une nouvelle inadaptable, et que vous vous préparez d'une certaine manière. Vous êtes aussi connu pour avoir adapté des romans inadaptables, Crash ou le Naked Lunch. Donc, est-ce que d'une certaine manière, c'est tout ça aussi que contient ce film de genre, c'est-à-dire un substrat ou un background littéraire très fort? Yeah, I don't think I was. It's important to be able to strip away the baggage of any of these things, because of course The Fly was a short story, but it was also then a Vincent Price movie, and so ultimately you really have to pretend that you are inventing this story for the first time. And it's the same with other adaptations like Naked Lunch or Crash. You know that what you're going to do is going to be a new creature, a new organism, despite the fact that it has a history and so on.
You have to forget those things and find for things that had been hidden until this moment, as it was with The Fly, because the original movie was not really a romance at all. And so this became, as soon as I knew that that's what this was, an incredibly passionate, very physical love story, it became a new thing immediately. And that seems to be the way it works with strong adaptations. The Dead Zone, for example, was my first adaptation. And I realized that what it needed to do is to feel like the fans of The Dead Zone and Stephen King, to feel that it had the tone of the book. But in fact, it's very different from the book in terms of its details. But what is on the screen somehow feels like the book. It's a mysterious kind of transformation. Je pense qu'il faut savoir se débarrasser du bagage qu'il y a derrière une œuvre. Évidemment, c'est une nouvelle au départ, mais c'était à l'époque, c'était un film déjà qui existait. Et quand on veut soi-même en faire une adaptation d'une œuvre existante, il faut faire semblant qu'on réinvente, qu'on invente quelque chose de nouveau. C'était aussi le cas sur Le Festin nu et sur Crash. On sait qu'on va générer une nouvelle créature, un nouvel organisme, même s'il a déjà une histoire. Donc il faut essayer d'oublier ça et peut-être essayer de révéler de nouveaux éléments de cette œuvre. Par exemple, le premier film, La Mouche Noire, n'était pas une histoire d'amour réellement, alors que pour moi, c'était un élément essentiel de l'histoire. Je savais que c'était une histoire d'amour passionnel et donc j'en ai fait cette chose nouvelle. Pour Dead Zone, qui est ma première adaptation, j'ai su que je voulais rassurer, ou en tout cas donner à Stephen King et aux fans du livre, leur donner le ton du livre, l'esprit, mais même si le film est très différent dans le détail, mais qu'à l'écran il retrouve quand même cet esprit-là, même si ça devient une sorte de transformation un petit peu étrange. It sounds so much better in French. In fact, I think you should start answering. Je voudrais savoir comment vous avez, non pas conçu, mais gérer les effets spéciaux dans le film. Je crois que votre producteur, Mel Brooks, avait presque peur que vous n'alliez pas assez loin. Et vous lui avez dit, rassure-toi Mel, je vais aller très très loin. Et effectivement, vous êtes allé très loin. Ce qui est très frappant dans le film, c'est cette volonté délibérée de tout montrer. C'est-à-dire qu'on va vraiment montrer la transformation de la chair. On va tout montrer. Rien ne sera épargné, même le ver géant qui sort du ventre de Gina Davis. Et cette vision, elle est inoubliable. Ça faisait 40 ans que je n'avais pas vu le film et je me souvenais que ça faisait très peur. Donc, est-ce que c'était vraiment à ce moment-là de votre carrière et avec ce matériau-là, cette volonté d'y aller à fond, de vraiment tout montrer et d'utiliser les effets spéciaux au maximum? Special effects. It seemed very natural, actually. It didn't seem like a particularly momentous decision. I mean, it really, even the original film, Vincent Price film, had some quite shocking special effects for its time. But the difference here was this film was made with the full understanding of DNA and the possibilities and what DNA unlocked about the development of all animal life on Earth and plant life as well. And so it was, as I say, it felt, I guess it's strange to say, it felt very organic, you know, to depict the deterioration of Jeff's character that way. It did have resonance at the time. It was very much in the moment of the AIDS epidemic, and I felt that it was a metaphor for many things. One of them was just aging and death, and the second one was a disease like AIDS. So I felt that it was, I didn't feel it had to be justified. It felt very natural to me and very correct.
Je dirais que ça s'est fait naturellement. D'ailleurs, le film original avait déjà des effets assez chocs pour son époque. Ce film, il a bénéficié du fait que, étant fait à l'époque où il a été fait, on avait des avancées sur les recherches scientifiques sur l'ADN et le séquençage de l'ADN. Donc, au sens propre, je pourrais dire que c'est de façon très organique que j'ai eu envie de montrer cette dégradation du corps. Il y a aussi le fait qu'on était à l'époque de l'épidémie du sida, les débuts du sida, et donc ce film était finalement une métaphore de beaucoup de choses, du vieillissement, de la mort et de la maladie. Et je n'avais pas forcément besoin de le justifier, ça s'est fait comme ça. I should say that this film was made before the age of digital effects and artificial intelligence. And if you want to see a modern version of it, you could see The Substance by Coralie Fargia, because there are a lot of effects in that movie which are very much inspired, as she has said, by The Fly, and but it's done with the full force of CG, and it's very effective, and it's still very effective. Et je précise également que, évidemment, tout ça se passait avant les effets spéciaux numériques et l'IA. Si vous voulez voir une version moderne, vous pouvez aller voir The Substance de Coralie Fargia, dont elle-même dit que les effets spéciaux, une bonne partie, sont inspirés de La Mouche, mais c'est fait avec quand même le renfort des effets spéciaux numériques. C'est toujours aussi efficace. Le film a été projeté sur cet écran et nous l'avons reçu avec son actrice, Demi Moore. Et c'est vrai, vous avez raison, on pense à The Fly en le voyant. Juste encore une question sur le musée, c'est-à-dire ce moment incroyable du film où l'armoire à pharmacie devient le musée des reliques de l'homme qu'il a été et qu'il n'est plus. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez inventé. Oh yes, I mean, basically, the screenplay is shared, but I must say that the screenplay that I was given, to me, it was completely different. They were already married, the couple that you didn't see them meet. It was all the dialogue is my writing. But the one thing that was there in the script was the idea of DNA and the idea of a fusion of the DNA of the fly and the man. And so that was a basic thing. But everything else was definitely my idea, including that just wasn't in the original script at all, yeah. Oui, absolument. Le scénario est une coécriture, mais ce que j'ai reçu au départ comme scénario était assez différent. Les deux personnages principaux étaient déjà mariés, par exemple, et c'est moi qui ai écrit la plupart des dialogues. Mais il y avait déjà cette idée, par contre, de l'ADN et de la fusion mouche-homme. Mais tout le reste, c'est vraiment mes idées, dont celle-ci, oui. Just to be clear, when I was offered the film by Mel Brooks, I said, well, the first thing I would do is throw away the first 17 pages. And the second thing I would do is let me rewrite the rest of it. Otherwise, I'm not going to do this. And he said, okay. Donc, quand Mel Brooks m'a proposé le film, j'ai dit d'accord, mais simplement je jette les 17 premières pages et on me laisse réécrire tout le reste, sinon je le fais pas. Et on m'a dit ok. Vous venez de le dire, Mel Brooks, donc c'est des capitaux américains. Et en même temps, autre décision de votre part, ce film, vous ne le tournez pas aux États-Unis. Vous rentrez à Toronto et vous le tournez en studio à Toronto avec votre équipe, votre assistant réalisateur, votre monteur, votre preneur de son, chef-op habituel. Donc d'une certaine manière, vous vous enfuyez de Los Angeles. C'était quoi Los Angeles au milieu des années 80, Hollywood en fait au milieu des années 80? Vous étiez à l'époque dans une position très particulière puisque vous veniez d'abandonner le projet de Total Recall produit par Dino De Laurentiis, et donc ce projet-là de Mel Brooks arrive, vous le réécrivez et vous allez le tourner ailleurs. On réalisait tout à l'heure que Maps to the Stars, qui date de 2014, est peut-être le premier film où vous avez vraiment tourné aux États-Unis, alors que d'une certaine manière, on a tendance, même si on voit bien que certains films
ressemble aux États-Unis, on a quand même l'impression de film américain parfois. Well, I wasn't really fleeing Los Angeles. I really, though, felt that I had great strength in the production in Toronto, and it would be a lot less expensive. And I had no resistance from the producers or the studio. They were very happy to shoot in Toronto. And in terms of Maps to the Stars, I was in LA for just 3 days. That's it. The rest was shot in Toronto. And in fact, one of the houses of the main characters in Toronto was just around the corner from where I live in Toronto. So especially with CG, there are many ways to make a city like Toronto look like LA, and it did. But I enjoy working in Canada. You know, I'm familiar with the unions and with the way everything works. And I haven't done really many studio pictures. I mean, it's A History of Violence was shot in Canada. You know, it was supposed to take place in the U.S. Once again, the studio was very happy to shoot there. So it's really a matter of money at that point, and it gives me freedom. Alors, je dirais pas que j'ai fui Los Angeles, mais je me sentais effectivement plus dans mon élément et plus fort au Canada, et aussi pour des raisons budgétaires. Donc, le studio n'a pas du tout contesté, était au contraire très content qu'on puisse tourner là-bas. Maps to the Stars, on a tourné seulement 3 jours à Los Angeles. Tout le reste est tourné aussi à Toronto. D'ailleurs, la maison qui est pas mal dans le film est en fait au coin de ma rue à Toronto. Et avec le numérique, on peut faire ressembler n'importe quelle ville à Los Angeles. Ça, c'est un de ces miracles-là. Et moi, j'aime beaucoup travailler au Canada parce que je connais bien le système, comment ça fonctionne, les syndicats. Et History of Violence aussi est tourné au Canada, ce qui me donne une liberté, qu'elle soit financière ou artistique. I can say one more thing. Since David Lynch just died, and this was a big shock to me, I must say, because I did know him rather well at the time that he was doing Dune for Dino De Laurentiis, and I was doing The Dead Zone for Dino. And we both liked Dino, but David said to me, he's a nice man, I really like him, but he is no help. And what he meant was that he was being pushed around by the studio, making Dune, forced to shoot things he didn't want to shoot, have the film cut in ways that he didn't feel it should be edited, and he did consider it a failure. And in the meantime, Dino was so obsessed with Dune because it was a much more expensive movie than The Dead Zone that he left me alone. And so I had freedom that David didn't have. And I remember we talked a lot about that. We used to go to Bob's Big Boy. That was a hamburger place in LA, a very famous one. And in fact, there was a killing there. It was called the Bob's Big Boy Massacre. You know, that's LA. I mean, if there hasn't been a shooting, it doesn't really exist. So, but I liked him very much. We got along very well. I thought he was a really lovely guy. And of course, he was wonderful cinema. Et comme nous sommes encore tous un peu sous le choc de la mort de David Lynch, j'avais une anecdote, on se connaissait très bien lui et moi, et à l'époque où lui tournait Dune et moi Dead Zone, tous les deux produits par Dino De Laurentiis, qui était quelqu'un qu'on aimait bien, et un jour David Lynch m'a dit Dino, je l'aime bien, mais en fait il m'aide pas beaucoup, parce qu'il m'a expliqué qu'il se faisait marcher dessus par le studio, qu'on lui imposait des coupes, et qu'il a considéré au bout du compte ce film comme un échec. Et Dino était tellement obsédé par Dune, qui était un très gros projet, très cher, que moi il m'a laissé complètement tranquille dans mon coin, et que j'ai eu toute la liberté de faire ce que je voulais, alors que David Lynch, lui, n'avait pas eu cette liberté. Et on se retrouvait régulièrement dans un diner qui s'appelle Bob's Big Boy, là où il y a eu un massacre, hein, c'est ça, à Los Angeles, les endroits n'existent pas tant qu'il n'y a pas eu une tuerie à l'intérieur. Mais c'était un homme, voilà, David Lynch, charmant, et évidemment un très grand cinéaste, je l'aimais beaucoup. Je crois, David Cronenberg, que
pour vous, c'est tout naturel la question que je vais vous poser, mais je suis quand même obligé de vous la poser parce que votre singularité de cinéaste dans votre génération, c'est que visiblement, vous n'avez pas du tout un rapport fort ou fétichiste avec, disons, le cinéma américain classique. Vous voyez, vous parlez de David Lynch, un film comme Mulholland Drive, pour qu'il existe, il faut qu'il réponde à toute une mythologie hollywoodienne, à toute une mythologie du film noir hollywoodien classique. Vous, pas du tout. Jamais. Il n'y a même pas un seul film de vous qui serait sous influence de ça ou qui serait un commentaire de ça. Je voudrais que vous nous parliez de ça. Vous connaissez ces films. La Mouche est un remake d'une série B américaine classique. Et pourtant, ce n'est pas votre univers. Can you tell us more about that? Yes, I'm not an American. Je suis canadien, fier. In Toronto, we're geographically almost exactly halfway between Hollywood and Europe. And I think my influences come from both places and mix together and then become something uniquely Torontois, I guess. When I made the film Existence and I was working with Jude Law, who was English, I said, Jude, you have to have my accent. I want you to copy my accent because this is a Toronto movie and you should speak the way I speak. And he did that very well. And then with my new movie, The Shrouds, I said to Vincent, this is a Toronto movie. I want you to speak with my accent. And I said the same thing to Diane Kruger, who is German. And it is, so these are Toronto movies, but surprisingly, The Fly also is very much a Toronto movie, as is Dead Ringers, which you might not think that to look at them to begin with, but you see there are many references to Toronto and many very recognizable spots. And The Shrouds gets the most laughs and the most reaction in Toronto because the audience there really does recognize the city, and that's always very exciting for an audience. So I think that's really the answer. Donc Toronto est à mi-chemin entre Hollywood et l'Europe réellement, géographiquement. Donc je pense que j'ai des influences qui viennent de ces deux côtés-là et que mes influences elles sont mélangées. Mais je reste vraiment au cœur un Torontais. Quand j'ai fait Existence, donc j'ai tourné avec Jude Law qui est anglais, et je lui ai dit que comme c'était un film qui se passait à Toronto, il fallait qu'il copie mon accent, qu'il parle exactement comme moi. Pour les linceuls, j'ai dit la même chose à Vincent Cassel et à Diane Kruger, qui elle est allemande, mais qu'il fallait qu'il prenne l'accent canadien. Et pour La Mouche et les Faux-semblants, c'est la même chose, même si ça se voit pas au premier regard, ce sont vraiment des films de Toronto également. Il y a des endroits très reconnaissables et c'est notamment dans les linceuls, c'est le film qui fait le public qui réagit le plus, c'est le public de Toronto parce qu'il reconnaît ces endroits et ça pour un public c'est toujours un petit côté exaltant. Mais je crois qu'en plus de cette différence géographique, et vous avez raison d'insister, vous êtes canadien, il y a autre chose. Je crois que vous n'aimez pas profondément les recettes scénaristiques des films américains. C'est quelque chose que vous refusez absolument. Et quand on pense à la totalité de votre filmographie, c'est très fort. C'est-à-dire que chaque film est un prototype qui se défie de la façon qu'a de faire justement les films américains. Well, Donald Trump intends to change that. Once he invades Canada, we will become Americans. So we cling to this for now, and we await the arrival of our American brothers. Yeah. Bon, Donald Trump va changer tout ça, hein, puisqu'il va envahir le Canada et on va tous devenir américains. On s'accroche encore à ça et on attend l'arrivée de nos frères américains. Is it your answer?
C'est votre réponse. Yes. Yes. Ok. Encore une chose à laquelle je pense quand je vois La Mouche, mais quand je vois beaucoup de vos films, je me dis, mais est-ce que vous n'avez jamais été tenté de réaliser un film en 3D? Parce qu'il y a dans vos films une dimension sensuelle, tactile, il y a presque une sculpture vivante. La Mouche, dans sa dernière transformation, je ne sais pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Lui-même ne sait pas qui il est, c'est une sorte de body art, c'est une sculpture. Et on se dit, aussi évidemment du fait de votre rapport à l'espace, bref, est-ce que ça vous a jamais tenté le cinéma en relief? Oh, yes, I did consider it when 3D was supposedly the next most amazing cinema thing. And in fact, I remember talking to Marty Scorsese, who was a friend, who had just made a film, Hugo, I think it was, in 3D, and I talked to him about what that experience was like. And he said it's very limited. You can't really go out on the streets with these cameras are huge, and there's many limitations to the kind of lenses you can use. It's very awkward. I mean, all the things he said did not make me excited about 3D. And then, of course, a little bit later, the television industry started to try to sell 3D television sets, and that all went away. But I do remember as a kid watching 3D movies, because in the 1950s, there were 3D movies. And I remember seeing a movie, I think it was called The Battle at Feather River. And at one point, it was about cowboys and Indians. At one point, one of the Indians takes a tomahawk and throws it, and it goes right out into the audience. And I saw it come into the audience. That was pretty amazing. So it seemed to be a fad, you know. It seemed to have its moment, but it was maybe too complicated and too restrictive and too expensive. And finally, 3D disappeared. And then you remember the newest version of that was the hologram. Everybody was sure that suddenly there will be movies made as holograms, and it would be like 3D, and you can walk around it. And all of these things had their appeal, but for all the technical and other emotional and financial reasons, they all disappeared. So I thought about them, and as a kid, by the way, there were 3D comic books, and with the comic book, you would get little cardboard glasses that you could read, and it really did look kind of three-dimensional. So it really works, but it doesn't work. Oui, j'y ai pensé à l'époque où on nous présentait ça vraiment comme la prochaine grande révolution du cinéma. Mais j'ai discuté avec Martin Scorsese, qui est un ami, et qui venait de faire un film en 3D qui était Hugo Cabret. Et quand il m'a parlé de son expérience de tournage, il m'a dit que c'est très limité. On ne peut pas vraiment tourner en extérieur avec ces grosses caméras. On est limité aussi en focale. C'est très encombrant. Donc bon, ça ne m'a pas vraiment emballé. Ensuite, la télévision a essayé de nous vendre des téléviseurs en 3D. Là, pareil, on peut dire que ça n'a pas marché. Mais cela dit, ça existait déjà dès les années 50. Il y a eu déjà un engouement pour la 3D. Quand j'étais enfant, j'ai vu des films en 3D moi-même. J'ai vu notamment un western où un Indien lançait une machette, un tomahawk dans le public. Et je m'en souviens encore très très bien, ça m'avait marqué. Donc ça a été une mode qui est un peu passée. C'était assez compliqué et contraignant, je crois. Ensuite, il y a eu l'hologramme qu'on nous a présenté aussi comme le nouveau truc qu'il fallait faire. Et ce sont des idées qui ont un attrait, mais pour des raisons techniques, financières et aussi d'émotions, finalement tout ça a disparu. Donc on peut dire que les BD 3D aussi existaient à mon époque. Il y avait des petites lunettes et ça marchait, mais ça marchait pas. En repensant à vos films, David Cronenberg, je me suis dit que celui peut-être dont moi je me sentais le plus proche, c'est Crash. Et pourtant je ne sais pas conduire et je m'intéresse pas du tout aux voitures. Mais il y a quelque chose dans ce film qui est de l'ordre de la fascination pure. Mais ce que je voulais savoir, c'est que je me suis souvenu du scandale
que ça a fait à l'époque, et même des ennuis parfois que vous avez eus avec la censure. Donc pour parler de Crash, ma première question c'est, est-ce que vous vous imaginiez que le film pouvait choquer autant les gens, pouvait choquer autant un public? No, I was surprised because it was based on a book by J.G. Ballard that had been published 20 years earlier, and it was a well-known book, and it didn't cause much of a scandal. And my movie was not as extreme in a way as the book. And I was seduced by the beauty of the car crashes and my actors, you know. In the book, the characters are not beautiful. In my movie, they're beautiful. So I thought really it was maybe not as extreme as the book, really. And so I was surprised that there was such an extreme reaction. I really was. I was very happy. I was very happy. The worst thing is to have no one care about your movie. So if they're very upset, that's not too bad. By the way, I could say that not long ago, we screened Crash in a new 4K version, and the audience was very young, and they were not shocked. So time moves on. Non, effectivement, ça m'a étonnée, puisque c'est adapté d'un livre de J.G. Ballard, qui avait 20 ans à l'époque, qui était un livre connu et qui n'avait pas fait scandale plus que ça. Et d'une certaine manière, le film est moins extrême que le livre. Moi, j'avais été séduite par la beauté des accidents et aussi la beauté que moi j'ai donnée au personnage, qui n'existait pas dans le livre. Mais j'en ai été étonnée, mais j'en étais plutôt content, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Finalement, si les gens sont contrariés, ça n'est pas si mal. Et récemment, je voulais dire qu'on a projeté le film en restauration 4K pour un public, et il se trouvait qu'il y avait beaucoup de jeunes spectateurs, et eux, ils n'ont pas forcément été si choqués que ça. Comme quoi, les temps changent. Justement, du fait de ce que vous dites, est-ce que dans votre processus d'écriture, à travers vos différents films ou vos projets, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à l'inverse, j'allais pas dire de vous auto-censurer, mais de vous dire ça ne passera jamais, ou ça n'est pas possible de le représenter, c'est peut-être deux choses différentes, mais est-ce qu'il vous arrive, j'allais dire, de reculer là où votre imagination vous conduit? No, it's never. No, jamais. No. I mean, I don't even think in terms of getting away with or not getting away with. It's only once you start production and you have to deal with producers, but when I'm writing a screenplay, I never worry about that. And I don't think I've ever censored myself, even right now. Non, effectivement, pas du tout, parce que je ne pense pas du tout en ces termes-là. Quand j'écris ou quand je crée, je ne crois pas pouvoir dire que je me sois jamais censurée jusqu'à aujourd'hui, et même en ce moment. Si vous voulez bien, on va donner la parole au public pour quelques questions, mais avant, comme je vous tiens, je voudrais vous poser une dernière question sur la mouche, parce que j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. En fait, vous avez, si j'ai bien compris, tourné une fin à la mouche qui n'est pas la fin que l'on voit. Là, ça se termine dans le laboratoire, il y a un fondu au noir. Vous avez imaginé qu'à la fin, elle épouse, donc Ronnie, Véronica, la journaliste, épouse son ancien amant et elle accouche. Et elle accouche d'un enfant papillon, Butterfly Child. Ce qui évidemment, quand on entend Butterfly, il y a à la fois la mouche dedans, si je puis dire, et puis bien sûr, on sait que vous avez fait M. Butterfly. Qu'est-ce que c'était que cette fin-là, et pourquoi vous ne l'avez pas gardée? Oh, because that's a terrible ending. Parce que c'est une très mauvaise fin, tout simplement. Yeah, I wouldn't call that censorship, I would call that artistry. Là, c'est pas de la censure, là, c'est I vraiment... forgot not completely about that, but you're right. J'avais complètement oublié, c'est vous qui me le rappelez, mais c'est vrai. Et donc, c'est pas de la censure, là, c'est vraiment simplement de la jugeote d'artiste. But one of the things about writing
anything really, is that you allow yourself to be bad. You know, you have to try out some things and see if sometimes what you think is going to be terrible turns out to be quite okay, quite workable. And so you have to not censor yourself even that way, that you're willing to be bad to see how that is. And sometimes when you're shooting, I would do this in the beginning of my career when I was not so sure of how things worked in the editing room. You would shoot some things that were not great, but you had to shoot them to see whether you could make them work. Later, as I got older and more experienced, I shot much less footage because I knew what I would want and what I wanted. But in the early days, as part of learning how to make films, you had to allow yourself to do bad things, to do things that were really not very good. Quand on écrit, je crois qu'il faut qu'on s'autorise à être mauvais ou en tout cas à tenter des choses. Parfois, quelque chose qu'on imagine pas très bon pourrait s'avérer correct. Donc, je me censure jamais, même dans ce sens-là. Il faut être prêt à être mauvais. Au début, quand je tournais, je me disais qu'il fallait que je tourne beaucoup de choses. J'étais pas certain de moi. J'étais pas sûre de ce que j'allais garder au montage ou pas. Il fallait que je tente des choses pour voir si ça allait marcher. Avec l'expérience, je me suis mis à tourner moins d'images parce que je savais mieux ce que je voulais. Mais ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Il me semble me souvenir qu'il y a quelques années, vous avez dit que vous deveniez écrivain, que le cinéma c'était fini, que vous ne vouliez plus réaliser de films, et puis vous avez changé d'avis, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi vous avez eu cette lassitude du cinéma, et pourquoi vous avez changé d'avis? I did end up writing a novel. I thought, as a young man, I thought I would be a novelist, not a filmmaker. And then I was seduced by cinema, and 50 years later, I wrote a novel, which I thought I would have written 50 years ago, called Consumé. And it was a very interesting experience writing that novel, and it was surprisingly, to me, like directing. I felt like I was directing because I was casting the characters, the actors, I was finding the locations, I was doing the lighting and the costumes. And so I thought, well, and then I can do this just at home, alone, without having to deal with other people, like producers and everybody else. And so for a while I thought that this was very satisfying and maybe really, maybe I had made enough movies and time it was to explore what kind of novels I could write. As it happens, my next project could well be a movie based on that novel. So you see things come full circle sometimes. Effectivement, il se trouve que j'ai quand même écrit un roman parce que quand j'étais jeune, je croyais que j'allais devenir écrivain. Puis j'ai été séduite par le cinéma et ça n'est que 50 ans plus tard que j'ai écrit le premier roman que je pensais écrire beaucoup plus jeune, qui s'appelle Consumé. C'était une expérience très intéressante et étonnamment, je me suis sentie très proche de mon rôle de réalisateur parce que je créais une distribution de personnages, je faisais des repérages, il y avait les costumes, l'éclairage, je créais. Et alors l'avantage, c'est que j'étais chez moi, tout seul, sans avoir à gérer les autres, notamment les producteurs et une équipe. Donc pendant un temps, j'ai trouvé que c'était très satisfaisant et que peut-être j'avais fait assez de films et que j'allais explorer le genre du roman. Mais il se trouve que peut-être que mon prochain projet, un de mes prochains projets sera l'adaptation de ce roman en film et ça bouclerait la boucle. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors oui, quelques-unes. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup, Monsieur Cronenberg, parce que j'adore vos films. Je suis comme Frédéric Bonneau, je suis un fan de Crash, de Faux-semblants. Il y en a plusieurs que j'adore. J'ai lu une fois que vous étiez défini comme athée et que vous ne pouviez pas adhérer à une religion parce que vous n'appréciez pas, vous ne pouvez pas adhérer à une philosophie qui est dans le déni du corps. Est-ce que
on pourrait considérer que le thème de la souffrance serait un point commun entre vous, entre votre œuvre et les religions, ou est-ce qu'au contraire, ça serait un thème qui vous éloigne énormément des religions? Yeah, no, I think the two things are completely different. I think in Russia they say to be Russian is to suffer. And Dostoevsky embodies that kind of understanding of life. I don't think there's any connection, necessary connection. Religion is quite a different thing. And certainly most religions do deal with suffering of various kinds, but that's not really, to me, that's still a denial of the main thing, which is the question of an afterlife or not. Or do we completely die and disappear and are annihilated when we die, or are we not? Or do we live in some other kind of life afterwards, even if it is very painful? And so to me, that they're two completely different things. So no, the atheism and the understanding of the absurdity of human life and the possibility of suffering, and of course the possibility of beauty and love and all other things. Those are two separate things, really. En Russie, on dit que être russe, c'est souffrir. Dostoïevski, d'ailleurs, l'incarne très bien. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement humain dans la souffrance et pas forcément un lien avec la religion. La religion traite de la souffrance, mais elle reste dans le déni d'une question essentielle qui est voilà, celle de la mort. Eux, ils prétendent qu'il y a une vie après la mort, alors que l'athéisme accepte l'absurdité de la mort et du fait qu'il n'y a rien après. There was, just to add, Christopher Hitchens, who was a very militant atheist, who really felt that all religion was very, very destructive and terrible, and he made sure that everybody knew that. But he had one interesting little three-word thing that he said. It was, death causes religion. By that he means that religion is an attempt to avoid the reality of death. And I think it's true. I think every religion gives you some way of trying to say that death isn't really the end of your life. Et Christopher Hitchens, qui était un athée militant vraiment, qui faisait souvent passer le message dès qu'il pouvait que toute religion était destructrice, disait une phrase très simple, que c'est la mort qui a créé la religion. Parce que la religion est une tentative d'éviter la réalité de la mort, de nous dire que ça n'est pas la fin, quelque part. And also, all those billionaires who are trying to find a way through cryogenics and so on, and a lot of exercise, to live forever, they're doomed to fail. But I won't be around to see it, so I guess will be their victory. Et tous ces milliardaires qui font à grand renfort de cryogénie et de sport, qui essayent de rester jeunes éternellement et qui veulent repousser les limites de la mort, sont amenés à échouer. Et je ne serai pas là pour le voir. Et ce serait peut-être ça, en fait, leur seule victoire. Bonsoir, monsieur Cronenberg. Tout d'abord, merci d'être parmi nous. Vous êtes vraiment un réalisateur visionnaire précieux. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à votre relation avec Howard Shore. C'est vrai qu'il a composé la quasi-majorité des scores de vos films. Et on sent que à chaque fois, ça fit parfaitement. En fait, la musique de Howard Shore fit parfaitement avec l'ambiance, l'idée de vos films. Ça s'entend particulièrement dans Crash, par exemple, mais là aussi dans La Mouche, on l'a vu. Et je voulais savoir là, de quelle manière vous travaillez ensemble. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a fait qu'est-ce qui a fait que vous avez toujours choisi Howard Shore pour vos bandes originales, et quelle est la manière dont vous travaillez avec lui? Why him and how do you work together? Well, Howard is also from Toronto, by the way, and we knew each other when we were very young, and we sort of, it was inevitable that he was on Saturday Night Live, the all-nurse band. He had quite a bit of success in New York, but he wanted to do music for movies.
and he'd only done one movie at that time, a low-budget Canadian film, and he did the first. Because we knew each other and we had the same sensibility, the first movie that I did that had an original score was The Brood, I think, and so we just realized that we worked very well together. It's very difficult to talk about music. It's very difficult to convey to each other what kind of music you want or you can create. And I found that Howard, when you say that he fit the ambience of the movie, actually he is part of creating the ambience of the movie. That's quite different. And we developed a sort of telepathy, and it continues to this day. I mean, with the Shrouds, I barely talked to him. He would just send me the music, and it was fantastic. What we felt was that most movie music emphasizes what is already on the screen. So if it's a scary scene, it's scary music. If it's a love scene, it's romantic music. If it's a suspense scene, it's suspenseful music. And we thought that was a sign maybe that the filmmaker was not confident in what is on the screen and was trying to compensate for it with the music. But we felt the best use of music is that the music adds a completely different element, a different level. And I mean, you haven't seen the Shrouds probably, but there the music is really saying something very different from what you see on the screen. And that was the trick that we had. And Howard is that we still are completely in sync, even to the extent that Howard wrote an opera based on The Fly, and I directed it here at Le Châtelet. So our relationship goes very, very deep and very far back in our lives now. It's been, 50, 60 years. Howard Shore, d'abord, il est aussi de Toronto. Donc on se connaît depuis très jeune et il marchait assez bien à New York dans le Saturday Night Live, mais il voulait rentrer et il voulait surtout composer des musiques de films. Comme on avait une sensibilité assez proche, le premier film que j'ai fait qui avait une bande originale, une musique originale, c'était Chromosome 3, et on s'est rendu compte là sur ce film-là qu'on travaillait très bien ensemble. C'est quelque chose qui est assez difficile en général à communiquer, à faire passer la musique que l'on veut mettre sur des images. Mais quand vous dites que sa musique colle très bien à l'ambiance, en fait, la musique, elle participe à la créer, cette ambiance. Donc on a développé, nous, vraiment une sorte de sixième sens ensemble, de télépathie. Sur les linceuls, par exemple, on s'est à peine parlé. Il m'envoyait directement les morceaux, ce qu'il composait. On trouve que souvent, une musique de film, trop souvent, elle accentue ou elle appuie une ambiance de scène, l'horreur, l'amour ou le suspense. Et peut-être que c'est le signe, parfois, que le cinéaste n'a pas suffisamment confiance dans ce qu'il montre à l'image et qu'il compense avec de la musique. Et pour nous, le meilleur usage de la musique, au contraire, c'est que cette musique, elle devienne un élément différent, qu'elle agisse à un niveau différent. Et vous n'avez pas encore forcément vu les linceuls, mais la musique dit des choses très différentes de ce que l'on voit à l'image. Donc avec Howard, on est toujours extrêmement en phase. Il a même écrit un opéra tiré de La Mouche que j'ai mis en scène au Châtelet. Donc notre relation, voilà, elle remonte à très loin et elle est très profonde. Merci d'être là, merci pour ce film formidable. Moi, j'aimerais savoir quelles ont été vos influences pour le design de la créature, de la mouche. Vous avez parlé brièvement de David Lynch tout à l'heure. Est-ce qu'un film comme Elephant Man a été une influence pour le design? The creatures or the films that you make. No, I don't really. It's each film is a completely different universe and demands certain things, and you discover it if you're writing the screenplay, partly when you write the screenplay, but eventually you have a whole team of people that you work with, and so it's not really just, your inspiration or your influence.
It's what the film demands of you, and you have to discover what that is. For example, in The Fly, The Fly is really 3 people in one room, basically. And I think it was one of the first movies around that had someone working and living in a warehouse space. I've seen it many times since then, but I don't think I don't think I had ever seen it before. And it was just it came from the concept of his obsession that his life was his work, and they were all in one place. So it's David Lynch had a completely unique sensibility that is, once again, as I say, is very American. Much of what his movies are about is the essence of America, which is not nothing that I can relate to directly, except through his movies. So I don't mean to be arrogant, but I don't really think that I was been influenced very much by anything other than the movies themselves. Of course, I've seen hundreds and hundreds of thousands of movies, so at a certain point, you don't know, maybe I'm stealing from everybody. They say that an average artist borrows, but a great artist steals. Non, je dirais que chaque film représente un univers différent avec ses propres exigences. À l'écriture, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est seul, mais quand on se met à travailler en équipe, on se rend compte que ça ne dépend pas que de notre seule inspiration, mais ça dépend aussi de ce que le film va exiger et que l'on doit découvrir. La mouche, au départ, c'est 3 personnages dans une pièce. Et je crois que c'est l'un des premiers films dans lequel on voyait un personnage à la fois vivre et travailler dans un hangar. Je l'ai vu beaucoup depuis dans des films, mais c'est venu de cette notion un peu obsessionnelle chez le personnage que sa vie, c'était son travail et que tout se passait dans le même espace. David Lynch avait vraiment une sensibilité totalement unique et très américaine. Lui, il a beaucoup travaillé sur justement l'essence, la quintessence des États-Unis, ce qui, moi, ne peut pas me parler directement, de fait. Donc, sans prétention, je dirais que non, je n'ai pas d'influence particulière en dehors de ce que les films eux-mêmes me donnent. Moi, j'ai vu moi-même des milliers de films en tant que spectateur, donc on ne sait jamais, peut-être qu'en fait je pille tout le monde, mais il y a un adage qui dit qu'un artiste moyen emprunte et qu'un bon artiste vole. On va prendre 2 dernières questions. Alors, je ne sais pas où. Excusez-moi. Oui. Vous évoquiez David Lynch. Lui et vous avez tous les deux été produits par Mel Brooks. Et Mel Brooks a fameusement protégé David Lynch lors de la production d'Elephant Man. Moi, je voulais savoir comment s'est passée votre collaboration avec Mel Brooks. I got along very well with Mel. He reminded me of some family members, That's my father was actually born in Baltimore, and I had some uncles in New York. So Mel was like a New York Jew who I was very familiar with his humor, and he was really to me, surprisingly good producer. We had very few, I wouldn't say conflicts, they were just moments with The Fly, but he was really willing to hand the whole thing over to me, because I said I would only do it if I had final cut, if I, all of the things that you want as a director. I can tell you one moment. He said to me, the music, there's a scene where Jeff Goldblum is walking down the street and he's going to eventually do this arm wrestling with a guy. And the music is very operatic. I mean, Howard and I decided that this was an opera. We didn't know that eventually it really would become an opera, but so the music was very big, full orchestra with just Jeff walking down the street. And so Mel said to me,
that music, it's so big, it's so, I mean, he's just walking down the street. And I said, no, Mel, he is going to meet his destiny. And he said, yeah, you're right. It's great. So that's a good producer, when he agrees with me. On s'entendait très bien, Mel Brooks et moi. Il me rappelait des figures familiales assez familières, parce que mon père était né à Baltimore et j'avais des oncles à New York. Donc lui, c'était un juif new-yorkais, donc je connaissais assez bien des hommes comme lui. Il avait aussi un humour, évidemment, très, très perçant. Et c'était un producteur qui était étonnamment bon, si je peux dire. On avait assez peu de désaccords, surtout qu'il était vraiment prêt à me laisser les clés, puisque, comme j'avais dit, pour faire La Mouche, je voulais avoir notamment le final cut. Sur la scène où Jeff Goldblum marche dans la rue où il va avant d'aller faire ce bras de fer, on a décidé avec Howard de faire une musique très opératique, sans savoir qu'on allait ensuite en faire un opéra d'ailleurs, avec ces grandes nappes comme ça, une musique assez spectaculaire, dramatique. Et Mel s'en est étonné, il m'a dit il marche juste dans la rue, et j'ai dit non, Mel, il va à la rencontre de son destin. Et Mel a dit ah oui, ok, t'as raison. Donc ça, c'est un bon producteur, quelqu'un qui est d'accord avec moi. Dernière question. Last question. Merci David Cronenberg pour votre œuvre qui est un sommet d'intelligence et de modestie et de complexité. J'ai 3 petites questions et je vous laisse choisir. Très rapide. La première, c'est cette question de la nouvelle chair que vous avez introduite avec Vidéodrome et qu'on voit très bien dans La Mouche. Je voulais savoir si vous la posez encore, si vous avez trouvé une réponse ou si vous n'y pensez plus, avec l'âge qui est venu. La deuxième question, c'est l'humour. La Mouche, c'est très drôle. Un de vos plus drôles peut-être. Vous avez dit à propos des linceuls récemment que c'était une comédie et que les gens n'avaient pas compris. Je voulais savoir si tous vos films sont une comédie et si oui, quel est votre sens de l'humour? Est-ce que ce serait pas la politesse du désespoir? Et enfin, une dernière autre chose, une dernière question, et pardon de parler de moi, mais je suis avec mon fils. Si jamais un jour il a envie de faire un film, est-ce que vous avez un conseil? So, either of those 3 questions. Yeah. Your son should choose a different profession. He probably won't, but things have gotten very difficult in the independent filmmaking community since COVID, since Netflix. All kinds of things have changed, and it's very difficult to get interesting films financed. So it's not an easy game to play, and it's very difficult at this moment. So we have to think about that. That's one question. The other one is, yeah, I think all of my films are comedies on one level or another, and that's because I think life is a comedy on one level, and I don't imagine I could stay sane if I didn't have a sense of humor. So that shows itself in my movies. And I like to think about Ingmar Bergman because I heard on good authority that his film sets were really funny, that there was a great sense of humor amongst the people making his films, even when it was cries and whispers and some very dark Scandinavian films. So maybe the humor wasn't in the films, but it was in the people, and you have to have it no matter what you're doing. Alors le conseil que je donnerais à votre fils, ce serait de faire autre chose, parce que c'est devenu très difficile, notamment dans le cinéma indépendant. Suite au Covid et suite aux plateformes, ça a beaucoup changé la façon de faire des films, et les films intéressants sont de plus en plus difficiles à financer. Et oui, je dirais que tous mes films sont des comédies à un niveau ou à un autre, tout comme la vie est une sorte de comédie à un niveau ou à un autre, et je ne pourrais pas rester sain d'esprit si je ne considérais pas les choses comme ça. Et c'est Ingmar Bergman, de source sûre, je sais que sur ces tournages, on riait beaucoup, c'était extrêmement joyeux, comme quoi on peut faire des films sombres tout en étant heureux sur les tournages, parce que la joie et l'humour ne vient pas forcément des films, mais des gens. Cher David Cronenberg, il nous reste à remercier Anaïs Duché et surtout aussi, bien sûr, à vous remercier 1000 fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.